Je vais vous raconter une histoire qui n'existe pas. Et pourtant, je l'ai entendue plein de fois dans mes accompagnements en coaching. Les prénoms changent, les stratégies changent aussi, mais c'est toujours la même mécanique avec quasiment le même ordre et quasiment la même fin. Juste une petite précision avant de démarrer cette histoire. On a longtemps décrit les hommes comme étant les personnes toxiques, étant les plus violents. Et j'ai la conviction ultime, et la science me back up là-dessus, que la méchanceté, le mal est mixte. Et on retrouve chez les hommes et chez les femmes quasiment les mêmes pourcentages. Disons qu'il y a une petite minorité de gens qui sont réellement toxiques. Peut-être qu'il y a 10% d'hommes et 10% de femmes qui sont vraiment barges. Après ça, il y a la zone grise. Peut-être 80% des hommes et des femmes qui sont dans l'entre-deux. Des gens qui sont sains mais qui peuvent avoir des comportements un peu toxiques. Et puis il y a 10% d'hommes et de femmes qui sont saines. Aujourd'hui, dans le portrait robot que je vais vous décrire, on est dans les 10% toxiques féminins. Une dernière chose, on mesure très souvent, quand on parle de toxicité dans le couple, la violence physique. On remarque qu'à basse intensité, par exemple les gifles, les objets lancés, finalement c'est partagé de manière égale entre hommes et femmes. Et c'est dans les violences qui sont plus graves, celles qui envoient à l'hôpital, qu'on retrouve majoritairement des hommes comme étant les bourreaux et les femmes les victimes. La violence féminine, elle est très différente. Elle t'envoie pas à l'hôpital. Elle est presque invisible, indétectable. Tu peux pas avoir un certificat médical de la violence féminine. Je vais donc te parler de Julien, et si jamais tu te reconnais dans cette histoire, il y aura 10 points qui seront étudiés à la suite. Julien, quasiment la quarantaine, il est divorcé une première fois, il a un bon travail, un appartement, une vie calme. Et il rencontre Eva un samedi soir chez des amis en commun. Elle est parfaite, le maquillage impeccable, une jolie tenue, une jolie robe, la conversation est fluide. Elle rit exactement au bon moment. Pour une fois, il se trouve drôle, elle pose des bonnes questions, elle s'intéresse à lui, comme ça faisait longtemps qu'on s'était pas intéressé à lui. À ce moment précis, ce que Julien ne remarque pas, c'est que tout ce qu'il regarde a été fabriqué. Alors tout d'abord, il y a ce personnage, Eva, en face de lui, qui est maquillée, c'est pas le problème, hein. Tout le monde optimise un peu sa vitrine. Le souci, c'est lorsque la vitrine montre quelque chose qui n'existe pas. Eva a tout fait pour obtenir un engagement qu'elle n'aurait jamais obtenu à visage découvert. Mais ce n'est pas tout, son appartement fait partie du décor aussi. Il est parfait. Toutes ses amies à Eva disent que c'est une perle. Bizarrement, il y a même un ex qui est présent cette soirée, qui raconte à qui veut l'entendre qu'il n'a pas su mériter Eva. Julien visite donc un piège ce soir-là qui a été conçu des années avant son arrivée. C'est comme à Disney, ça n'a pas été créé le jour où vous arrivez, ça a été créé des années avant. Ils sortent ensemble et au troisième rendez-vous, l'addition du restaurant arrive. Elle la prend, elle la glisse vers lui. Il est fier. Elle a un sourire et il paye. Bien évidemment, il est galant. Au sixième rendez-vous, il passe devant une vitrine. Elle montre un collier qu'elle aime bien. Julien va lui acheter le lendemain. Elle est tellement heureuse. Le piège fonctionne. Ce que Julien découvrira par la suite, c'est que l'amour d'Eva a un tarif. Et il vient d'obtenir sa première facture. Et au fil des mois, c'est ce qu'on appellera de l'abus financier. Mais ça, il ne le sait pas encore. Au bout de quelques temps, ils emménagent ensemble, puis ils ont acheté une maison, puis leur enfant est né, Louis. Mais quelque part entre ces trois événements, sans que Julien puisse dater précisément le jour, l'heure, la date, les règles ont changé. La femme parfaite qu'il a rencontrée le premier jour, un samedi soir, a disparu. Mais il ne sait pas quand précisément. Et il découvre au fil des semaines qu'il a une dette, pour des choses qu'il n'a pas demandées. Elle lui répète souvent « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». J'ai sacrifié ma carrière, j'ai renoncé à mes plus belles années. J'avais beaucoup d'autres prétendants. Julien n'avait rien demandé de tout ça, pourtant, il y a une dette. Elle grossit chaque jour. C'est les intérêts composés. Si jamais il exprime un besoin, il en demande trop. Si jamais il refuse un service qu'Eva lui demande, c'est un ingrat. Et puis, dans les choses qui ont changé, il y a aussi l'intimité dans la chambre. Alors bien sûr, les désirs d'Eva fluctuent, comme le désir de tout le monde, parfois on en vit, parfois pas, et ça c'est pas le problème. On ne doit rien à l'autre. Le souci, c'est l'agenda, c'est le calendrier. Julien remarque que les soirs où elle n'a pas envie tombent juste après chaque désaccord. Ou alors, lorsqu'il refuse de payer quelque chose. Ou alors, lorsqu'il a vu ses amis. Jusqu'au jour où Eva lui dit à voix haute « Tant que tu ne changeras pas, ne compte pas sur moi. » L'intimité devient une monnaie d'échange.
Le corps de l'autre est devenu un droit à mériter et ça a un prix. Julien, bien sûr, pour arranger les choses parce qu'un enfant commence à modifier ses comportements. Pas par conviction, mais pour retrouver l'accès à l'intimité. Mais il y a autre chose qui a changé, c'est qu'il y a des disputes de plus en plus fréquemment. Au début, Julien argumentait, il prenait son temps, il était même d'ailleurs plutôt bon là-dedans, posé, factuel, à vouloir résoudre les choses. Mais il découvre avec le temps quelque chose d'étrange. Dans cette maison, avoir raison est impossible. À chaque fois qu'Eva a tort, le débat bascule. Eva tombe en pleurs et en 3 secondes, il n'est plus l'homme qui a raison, il est le monstre qui fait pleurer sa femme. Et la discussion se termine toujours pareil. Julien console la personne contre laquelle il avait, il y a 2 minutes plus tôt, parfaitement raison. Les larmes sont stratégiques. Attention, la plupart des larmes dans la vraie vie, dans les autres relations, sont sincères. Le diagnostic de la toxicité vient du timing. L'effondrement émotionnel arrive au moment où elle perd l'argument. Jamais avant, jamais après. J'espère que tu comptes toujours avec tes doigts le nombre de processus, de mécanismes que tu as vus. Mets-moi un commentaire en dessous, tu marques « Je suis Julien ». Et sache la chose très drôle avant qu'on continue cette histoire, c'est que à chaque fois qu'il y a une notif, je reçois un pop-up sur mon téléphone me disant qu'il y a un commentaire. Et du coup, des années après parfois, c'est encore le cas, je vous dirai même pas quelle vidéo, des années après, j'ai encore certaines phrases de messages que j'avais demandé. Donc fais-le, marque « Je suis Julien » et éventuellement ton score à côté. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont ensemble. Julien a beaucoup changé dans son comportement. Il subit ça au quotidien. Ses amis lui ont dit qu'il était différent. De toute façon, il les voit quasiment plus. Mais il commence à se sentir mal. Et c'est là qu'il découvre que sa maison a des murs, des nouveaux murs qu'il ne connaissait pas. Le premier s'appelle le silence punitif. Si par exemple, il y a un désaccord un mardi soir, Eva lui fera 3 jours sans un mot, sans un regard. Les repas dans le silence, l'enfant qui dit que ça va pas, qui observe bien, qu'il y a quelque chose qui est anormal, et Julien, lui, ne peut pas tenir aussi longtemps. Au bout de 2 jours, il s'excuse. De quoi? Il sait même plus très bien, il veut juste que ça redevienne vivable, cohérent, comme avant. Ce silence-là est un bras de fer, et malheureusement, il perd assez souvent. Mais il y a d'autres murs. Le mur de la réécriture de l'histoire, par exemple. « Je n'ai jamais dit ça », lui dit Eva. « Tu inventes, tu déformes tout. » Elle lui répète ça calmement, 100 fois, 200 fois en 5 ans. Julien commence à douter de sa mémoire. Un soir, il fait quelque chose qu'il ne dira à personne et que tu as peut-être déjà fait. Il commence à noter les conversations dans son téléphone pour vérifier qu'il n'est pas fou. On est en pleine démolition mentale. Le 3e mur, qui est peut-être le plus sophistiqué, c'est la victimisation retournée. Un soir, Julien rassemble son courage et pose calmement le problème. Mais quand il fait ça, tout se retourne contre lui. C'est lui l'agresseur, c'est elle la victime. Il est trop agressif. Et il en vient à devoir s'excuser d'avoir osé énoncer le problème. On est dans le fameux mécanisme d'Arvo. On va d'abord nier, attaquer, puis inverser les rôles de la victime et du coupable. C'est Julien qui a été blessé, et c'est lui qui finit par s'excuser. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Julien prononce enfin le mot séparation, éventuellement divorce. Mais là, il découvre que son couple, c'était pas que 2 personnes et leur enfant. Il découvre qu'il y avait toute une armée de réserve. En 1 semaine, se mobilise la mère d'Eva, ses copines, sa sœur, son ex, le groupe WhatsApp familial. Tout le monde sait ce qu'il se passe. Enfin, tout le monde connaît la version d'Eva, bien évidemment. Julien est jugé par un tribunal de gens qui, encore à Noël dernier, l'embrassaient. Maintenant, il change de trottoir. On parle de triangulation sociale. L'idée, c'est de pas agresser directement quelqu'un, c'est de mobiliser un réseau plutôt que de mettre un coup de poing. Un couple où on convoque un tribunal cherche un verdict et non pas une solution. Éventuellement, Eva lui dira un dimanche soir, si jamais tu pars, tu ne reverras plus Louis. Parce que l'enfant sera instrumentalisé. L'accès au petit devient une récompense ou une menace. Le dénigrement du père commence goutte à goutte dans les oreilles d'un enfant qui a 7 ans. Et soyons clairs sur un point. Il y a certains pères qui peuvent faire ça aussi, qui peuvent utiliser la pension alimentaire comme une arme. Ça existe, ça fait les mêmes dégâts. Mais dans l'histoire de Julien, comme dans les statistiques du JAF, la garde est plutôt du côté d'Eva. Et là arrive le divorce. Et je vais être précis sur ce point parce que tout le monde se trompe. Eva n'avait pas un plan, elle n'a pas préparé un plan il y a 8 ans de ça pour dépouiller complètement Julien. Il se trouve juste que c'est arrivé au fil de l'eau. Ça se présente maintenant, au bout de 8 ans. Eva n'est pas un génie diabolique, psychopathe, qui a tout planifié sur 10 ans. La vérité est plus simple, et peut-être aussi qu'elle fait plus peur. Le divorce est la continuité de ce qu'ils ont vécu.
Pendant 8 ans, l'argent a été un levier, les enfants ont été un levier, le réseau social est aussi un levier. Le statut de victime a aussi été un levier. Au divorce, tout ceci va converger en une seule bataille, maximiser la prise, tenir la réputation, gagner le tribunal des proches. Julien pensait s'en sortir, il découvre qu'en fait ça va lui coûter tout aussi cher après qu'avant. Dans cette histoire fictive, on a vu 10 mécanismes, et peut-être que vous en avez eu certains d'entre eux. Je le répète une dernière fois, c'est pas le portrait de toutes les femmes, c'est le portrait de 10% qui existent dans chacun des deux sexes, chez les hommes et chez les femmes.